Ce dimanche 30 novembre 2025, une prière pour les malades s'est tenue dans les parvis de l'église Ambassade des Miracles. Le Dieu des miracles s'est puissamment manifesté par des vies délivrées et restaurées par la puissance de Dieu. Au sein du temple, dans le lieu saint, un miracle extraordinaire s'est produit. Une dame atteinte du diabète et étant paralysée est totalement guérie par la main de Dieu, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Mais le diabète ne paralyse pas. Elle est paralysée? Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Elle est paralysée? C'est quoi? Le pied, hein? Le pied a quoi? Une plaie. C'est la plaie qui ne guérit pas. Oui. Je suis ton père spirituel. Ah bon? Pourquoi? Tu es fatigué. D'accord. D'accord. Je vais prier. Écoute-moi. Écoute-moi, je vais prier. D'accord? Ils t'ont envoyé chez un guérisseur. Tu dis tu ne vas pas là-bas. Qui t'a envoyé là-bas? Il ne faut pas aller là-bas, il y a la mort là-bas. Il n'y a pas Dieu là-bas. Ah, tu n'as pas eu quelqu'un pour t'envoyer à 6 heures. C'est maintenant que tu es arrivé. Regarde, dis simplement, calme-toi. Dis simplement, Jésus. Dis Jésus. Tu es mon Père. Tu es mon Seigneur. C'est toi mon roi. C'est toi que j'ai accepté. Pardonne mes péchés. Ôte de moi cet esprit d'infirmité. Dis échange ma maladie. Donne-moi ta guérison. Prends la maladie. Donne-moi ta guérison. Prends la maladie. Donne-moi ta guérison. Échange. 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 Et restaure-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Esprit d'infirmité, libère cette dame. Come out! Mighty name of Jesus. Come out! Je maudis l'esprit d'infirmité. Je maudis cet esprit. Sors! Et libère-la. Out! Au nom de Jésus-Christ. Ta gloire ici. Ta gloire est ici. Ta gloire est ici. Ta gloire est ici. Lâche son cœur. Ta gloire est ici. Ta gloire est ici. Ta gloire est ici. Lâche son cœur. Soulève sa nuque. Soulevez le fauteuil. Il y a des miracles dans cette maison. Jésus est Seigneur. Hey! Tu es libre. Tu es guéri. Shakaraba Santa. Les Katabarababa. Rondarababa. Les Katabarababa.
Les anges sont dans cette maison. Les anges des miracles. L'autel est en feu. Je l'ai touché avec ma foi. Oh, Jésus m'a guéri. J'ai cru au Seigneur Jésus. Je l'ai touché avec ma foi. Oh, Jésus m'a guéri. Célébrez le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je l'ai touché avec ma foi. Célébrez le nom de Jésus. À partir du 1er janvier 2026, les garanties financières exigées des commissionnaires en douane agréés, CDA, seront relevées. La caution d'agrément passera de 30 à 50 millions de francs CFA et le crédit d'enlèvement de 50 à 100 millions de francs CFA. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une réforme visant à professionnaliser la profession et sécuriser les recettes douanières tout en alignant la Côte d'Ivoire sur les standards régionaux et internationaux. Les difficultés de recouvrement rencontrées par les services douaniers, l'on constate un accroissement exponentiel et continu des risques financiers encourus par l'État sans que les garanties devant constituer le premier recours ne soient ajustées en conséquence. La réforme annoncée lors de la 29e session des rendez-vous des douanes le 28 novembre 2025 à la Chambre de commerce et d'industrie du Plateau a été adoptée après concertation avec les syndicats de CDA pour renforcer la confiance entre l'État et les opérateurs économiques et sécuriser les recettes du trésor public. Elle prévoit une mise en œuvre progressive sur 12 mois. En 2025, les recettes douanières ont atteint près de 1200 milliards de francs CFA et le trafic portuaire a progressé de 6,5%. Confirmant l'importance stratégique des CDA. Il s'agit simplement d'un alignement sur les meilleures pratiques pour mieux sécuriser les recettes publiques et renforcer la gouvernance du secteur. Nous, administration des douanes, nous allons poursuivre la mise en œuvre des mesures adoptées dans un esprit de transparence et d'équité. Cette réforme marque une étape clé pour la modernisation du secteur douanier ivoirien. En consolidant la crédibilité des CDA et en sécurisant les flux financiers, elle devrait stimuler la confiance des investisseurs et soutenir la croissance économique. La démarche participative avec les syndicats assure une transition harmonieuse vers les nouvelles exigences, renforçant à la fois le professionnalisme et la compétitivité du pays sur le plan régional et international. La Somalie traverse une grave crise des soins de santé. La suspension du financement de l'USAID a laissé de nombreux hôpitaux dépendants de l'aide internationale. À Mogadiscio, les établissements publics, comme Banadir et de Martino, accueillent les patients les plus vulnérables, mais une grande partie de leur service vit grâce aux ONG. Il semble que les donateurs soient à bout de ressources. Seules 2 ONG internationales collaborent encore avec l'hôpital. Il s'agit de la PSI et de l'IRC. Dans de nombreuses régions hors de Mogadiscio, les hôpitaux publics ne fonctionnent plus, obligeant les patients à traverser des zones peu sûres pour accéder aux quelques établissements encore opérationnels. Parmi eux figure l'hôpital de Banadir, construit avec l'aide de la Chine en 1977, et l'hôpital de Martino, créé en 1922 par les autorités coloniales italiennes. Aujourd'hui, le budget alloué à la sécurité continue d'absorber la majeure partie des ressources de l'État somalien, laissant les hôpitaux publics lutter seuls pour leur survie. Une grande partie des recettes nationales du gouvernement est consacrée au secteur de la sécurité. Cela illustre clairement que la sécurité demeure la priorité principale des autorités. L'unité de prise en charge de la malnutrition infantile dépend entièrement des fonds de Concern Worldwide. L'ONG assure la nourriture pour les mères et les enfants ainsi que les salaires de 13 employés encore en poste après les suppressions liées à la réduction de l'aide américaine. Mohamed Adam Dini, député du Puntland, déplore les manquements du gouvernement somalien alors que les besoins sanitaires sont de plus en plus urgents. La situation des soins de santé se dégrade et il n'existe pas de plan national de santé, car nous n'avons pas de stratégie politique nationale. Ces 2 problèmes coïncident donc et c'est regrettable.
Médecins sans frontières avait déjà averti en août que les déficits de financement sapaient les soins de santé en Somalie, citant la fermeture de 37 centres de santé et de nutrition dans et autour de la ville de Baidoa, à 250 km de Mogadiscio. Alors qu'il est jugé pour corruption, Benyamin Netanyahou a introduit une demande de grâce présidentielle. L'information a été révélée par son cabinet dimanche. Le Premier ministre israélien veut ainsi éviter la poursuite d'un long procès qui menacerait, selon ses mots, l'unité nationale dans l'État hébreu, à grand besoin. L'État d'Israël est confronté à d'immenses défis, mais aussi à d'énormes opportunités. Pour repousser les menaces et saisir les opportunités, l'unité nationale est indispensable. La poursuite du procès nous déchire de l'intérieur, attise cette division et creuse les fossés. Je suis convaincu, comme beaucoup d'autres dans le pays, que la conclusion immédiate du procès contribuerait grandement à apaiser les tensions et à promouvoir la réconciliation dont le pays a tant besoin. Le président américain Donald Trump a récemment exhorté l'État hébreu à gracier son Premier ministre, mais l'opposition israélienne pose déjà ses conditions. Je dis au président Hergoz, vous ne pouvez pas lui accorder une grâce sans aveu de culpabilité, expression de remords et retrait immédiat de la vie politique. Benyamin Netanyahou n'a pas encore reconnu sa culpabilité. La présidence israélienne a qualifié sa demande d'extraordinaire, estimant qu'elle avait des implications importantes. Le week-end de judo s'est achevé en apothéose à Abu Dhabi lorsque les poids lourds sont montés sur le tapis à l'occasion de l'incontournable Grand Chelem. En moins de 90 kilos, le double champion olympique, Lasha Bekaori, était de retour. Et une fois de plus, il semblait presque impossible à arrêter. Son judo unique lui a permis de vaincre le jeune Moldave prometteur Latissev en finale et de monter une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium. M. Nasser Al-Tamimi, trésorier général de la FIJ, a remis les médailles. Je ne suis jamais venu ici, et c'était une compétition très difficile. Les gars étaient vraiment forts. C'était la revanche de la finale mondiale de cette année en moins de 78 kilos. Mais Anna Montaolek a cette fois-ci pris le dessus sur la championne du monde et championne olympique en titre, Alice Belandi, grâce à un travail au sol maîtrisé, confirmant ainsi son statut parmi les meilleurs de la catégorie. Le docteur Lisa Allan, secrétaire générale de la FIJ, lui a remis la médaille d'or. Je trouve que le tournoi est excellent, l'atmosphère est bonne et tout autour aussi. De l'hôtel à la pesée, je me sens vraiment bien ici. J'ai gagné ma première médaille d'or de Grand Chelem ici, la première en or, et j'ai pu le répéter à nouveau aujourd'hui. C'est un bon tatami pour moi. En finale des moins de 100 kilos, l'ancien champion du monde Arman Adamian a encaissé un premier score face à son coéquipier Bifov. Mais le judoka puissant a montré toute sa classe en revenant avec non pas un, mais 2 scores pour décrocher sa première médaille d'or en 2 ans. Un retour en forme bienvenu pour l'un des plus grands projeteurs de la catégorie. Le président de la FIJ, M. Marius Wieser, lui a remis sa médaille d'or tant attendue. En plus de 78 kg, Miki Mukunoki a exécuté un Uchimata exemplaire pour surmonter une différence de gabarit importante face à la chinoise Shin Han Yu. Une projection magnifique illustrant parfaitement les principes du judo. Les médailles ont été remises par le PDG de CBH Bank, M. Simon Benamou. En plus de 100 kg, Gonchir Soren Batrouyag affrontait le médaillé mondial et olympique Tamerlan Bachayev. Batrouyag a conservé une avance d'un yuko pour remporter la dernière médaille d'or du Grand Chelem d'Abu Dhabi 2025. Le vice-président de la FIJ, M. Obaïd Alanzi, a remis les médailles. Après 3 superbes journées, c'est tout pour Abu Dhabi.